ouvre comment dirais-je, en regard et en hommage au politique de Saseta, qui est donc ce peintre siennois de la Renaissance siennoise et dont les œuvres ont été, qui a été un des plus grands peintres, un rétable qui a été ensuite totalement dispersé, fragmenté. Enfin, il y a toute l'histoire de ce rétable. J'ai travaillé pendant 1 an complètement en dialogue avec lui. Là, c'est un dialogue. Là, il y a de l'autre. Là, il y a Oui. vous voyez, j'ai fait toute une série qui s'appelle Des saisons avec Bonnard. C'est aussi, voilà, je vis avec Bonnard, avec ses tableaux bien entendu, pendant 1 an, 2 ans. Je suis complètement dans sa couleur, dans sa sensation, du moins ce que j'en pense. Hein. Peut-être que je suis à 1000 lieues de ce qu'il a voulu faire, mais bon, il a bien dit qu'il voulait transmettre sa peinture comme des ailes de papillon aux peintres qui allaient venir. Donc j'ai le droit de le ressentir comme je le souhaite. Mais c'est quand même, en même temps, une sorte d'innocence vis-à-vis de soi-même. Et il faut laisser venir ce qui vient. Et en même temps, on travaille avec une langue qui a une histoire extraordinaire et où le temps n'existe pas. Pour moi, le temps n'existe pas. Quand j'ai eu la chance d'aller dans les grottes de Lascaux, à l'époque où c'était Lascaux, avec celui qui l'a découvert, maintenant qui est un très vieux monsieur, on était 2 personnes avec lui, je peux vous dire que l'émotion dans la grotte de Lascaux, l'émotion, c'est un tremblement de terre. Vous vous dites, mais je comprends ce qu'il a fait avec son fusain sur cette paroi à suivre cette surface. Je comprends pourquoi il a dilué, je comprends tout. Et donc le temps, il est pulvérisé. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Donc c'est ça aussi l'expérience de la peinture, c'est que le temps explose. Voilà. Donc moi, je ne sais pas ce qu'on peut en faire en neurologie. Non, dans nos recherches les uns les autres. Mais moi, je vous parle de non, mais moi. cette question bon, là, vraiment, alors, je pars dans un terrain complètement spéculatif, mais cette question comment dirais-je, vous dites le temps n'existe pas, enfin, je suis vous n'avez pas dit communion, mais en complicité avec... c'est à se demander, et il y avait quand même, bon, vraiment là je fais une parenthèse, je ne sais pas où ça va aller, mais si tu prends Warburg, qui pensait qu'il y avait des invariants dans l'art, qui est une sorte d'expression là c'est très neurobiologique, on pourrait se dire, parce que finalement, il y a le système visuel qui capte la réalité, et ensuite, il y a probablement des formes dans cette réalité et ça on le sait, il y a des neurones qui répondent à des orientations différentes, à des angles, à des mouvements. Le cortex visuel humain est extrêmement raffiné, justement. Et on peut se dire que peut-être, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait des gens qui vivent sur une autre planète, qui ont un cortex, admettons qu'ils soient plus ou moins faits comme nous, mais qui ont un cortex visuel différent, il y aurait d'autres types de représentations et d'invariants. Et donc, quand vous dites que Lascaux, c'est il y a longtemps, je veux dire, Gauguin, Bonnard, oui. c'est plus récent, mais enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de constance dans ce qui est presque qui est neurobiologiquement basé neurobiologiquement. C'est étonnant ce que tu dis, parce que au fond Warburg il a parlé comme théoricien de l'art de survivance, Nachleben. Voilà. Et il disait au fond, il y a quelque chose, quand vous disiez il y a quelque chose d'inconnu qui passe à travers moi et qui est peut-être pas moi, enfin qui n'a rien à voir avec votre votre ego, vos signifiants personnels, Oui, voilà. mais quelque chose qui dépasse. Lui, il avait cette idée, enfin, il faisait ces dispositifs qu'il appelait mnémocide, enfin pour prendre la déesse de la mémoire. Il avait une fascination pour la mémoire biologique. Oui. Richard Semon, qui était un théoricien des engrammes à la fin du 19e siècle. Enfin, bon, bref, on ne va pas faire un cours sur Warburg. Mais enfin, ça touche à un point que vous énonciez, c'est-à-dire que passe à travers le peintre, à travers son acte, à travers le geste, à travers peut-être aussi les matériaux qu'il utilise, les couleurs, quelque chose qui est de l'ordre d'une survivance.
Et Warburg, il cherchait les lois de cette survivance, de cette... Pourquoi vous tiquez? Enfin, non, parce que le terme survivance, c'est un terme très fort. Oui, lui, il utilise ce terme, que Nachleben. Mais là, ça peut jouer, pour moi, dans mon histoire personnelle, mais bon, ça n'intéresse que moi. Mais est-ce qu'il y a... Mais c'est beau, parce que la survivance, si vous voulez, c'est l'idée... donc à partir de là, il mettait dans ses tableaux mnémocines des œuvres de différentes époques. Il aurait très bien pu faire ce que vous venez de faire. Oui, c'est pour ça que ça m'a touché. C'est-à-dire l'autre, c'est l'autre. L'autre, c'est Lascaux, c'est Bonnard, c'est lui, il mettait Lascaux, il aurait pu mettre Lascaux, Bonnard et vous. Ah, ça c'est formidable, je ne connais pas dans du le tout, même tableau qui est au fond anachronique, enfin dyschronique, plurichronique, je ne sais pas comment le dire, et qui mettait ensemble ces différentes constructions. Il était dans cette recherche. Alors, et il interrogeait la biologie, parce qu'il voulait faire ce qu'il appelait la science sans nom, c'est Agamben qui dit ça, une science qui mettrait ensemble l'art, l'anthropologie, la psychologie, la philosophie et la biologie. D'où l'idée que ça passait par une mémoire biologique. Est-ce que vous pouvez me redire le nom de... Je ne connais pas. Aby Warburg. Aby Warburg, qui est un théoricien de toute l'école de Warburg, avec Panofsky, enfin, Gombrich, qui sont les descendants. Lui, il a très peu écrit, mais il a énoncé des choses... C'est pour ça que quand vous avez parlé d'abord de l'autre, puis ensuite de l'absence de temps, et que vous sentez, vous comprenez même, je crois que vous avez dit, ce que le peintre de Lascaux avait en tête. Vous avez parlé ensuite de ce peintre de triptyque de Sienne. Comment il s'appelle? Saceta. Ah, Saceta, oui, pardon. Voilà, Saceta. Oui. Ensuite. Prononcé à l'italienne, bon. sa mémoire. Saceta ou Saceta. Saceta. Ensuite, Gauguin. Et que vous m'avez dit que ça m'a vraiment fait surgir ces notions de Warburg Nachleben, je trouve que c'est très joli. Moi, je le prends du point de vue neurobiologique, je dis c'est des invariants qui restent à travers, comme si c'était quelque chose d'inscrit dans la biologie, et où dans la biologie, moi je pense c'est dans le cortex visuel, il y a des formes qui nous touchent beaucoup plus que d'autres. Et qui suscite peut-être aussi quelque chose, ou bien qu'on capte plus facilement que d'autres. Et qui est en fait une création. C'est-à-dire, c'est recréer, c'est créer, recréer, répéter différent. Enfin, je sais pas comment... C'est-à-dire que la théorie de Warburg date de la fin du 19e et des années... de Mnémocine, c'est proche de sa mort. C'est en 29, c'est dans les années 20. Il était... d'ailleurs hospitalisé en psychiatrie chez Binswanger dans la région de Zurich. Là. Et au fond, parce que tout ça lui a compliqué peut-être, enfin bref, on ne va pas commencer son intimité à lui, hein, mais enfin c'est intéressant parce que Warburg, au fond, était à l'époque... de Freud, de Jung, mais il n'a jamais parlé d'archétype. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée d'une racine originaire qui deviendrait, c'est une recréation différente. De la même logique, si vous mettez le peintre, la toile, la matière, le geste... Ça, c'est intéressant. Mais quelque part, alors moi, c'est intéressant. Je viens du côté neurobiologique, pour que ça reste aussi constant, c'est qu'il y a un cadre biologique pour ça. Pour que quelqu'un du 21e siècle puisse ressentir et comprendre le geste de quelqu'un qui a dessiné ça il y a plusieurs milliers d'années. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est comme... Enfin, je caricature, mais c'est comme marcher. On marche tous un peu différemment, mais globalement, le système moteur, il marche d'une certaine manière et pas d'une autre. C'est incroyable, donc, quand même. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est ça. Voilà, là, je pousse un peu le raisonnement, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire. Non, mais... Qu'il y ait quelque chose qui ait une base biologique à cette constance, à ces invariants, à ce Nachleben, à ce que vous nous décrivez quand vous voyez les dessins de Lascaux. Non, mais les peintures de Lascaux, on sait toute la littérature qu'il y a autour, hein, mais
Bien sûr que vous pouvez vous projeter, que c'est purement peut-être que vous vous trompez complètement. Peut-être que je me trompe complètement. On fait voilà, la manip, là. On est oui, en train de faire... oui, voilà, peut-être que c'est pas du tout ça qu'il a voulu faire, le bonhomme. Mais quand même, il a mis une émotion incroyable dans le trait le trait est émotif. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas un trait mécanique. C'est un humain qui a fait ce trait avec comment dire, des fléchissements, ça appuie là, ça appuie moins là, c'est plus large ici, c'est plus fin ici. C'est un humain qui a fait ceci, cette ligne. C'est une ligne ondulante et sensible. Presque un peu, moi je sais pas, moi je trouve que c'est extrêmement moderne, ces dessins de Lascaux. C'est comme stylisé, c'est comme on ferait ça de manière, ça parle énormément. Mais moi j'ai une question, je ne sais pas, juste pour la discussion. Moi je trouve justement ces dessins Lascaux très modernes. Et puis par exemple j'ai découvert il y a quelques années au musée du Vatican les fresques romaines qui sont extrêmement modernes aussi. Je crois même qu'il y a de la perspective. Le mot moderne, c'était pas le mot moderne, j'aime pas trop. C'est-à-dire contemporain non, ou bien moderne, pas hors du temps, hors du temps, ça voilà. dépasse. Non, mais moderne, c'est faux. C'est faux, c'est juste. Ça veut mais dire contemporain. que ce serait une mode moderne. Voilà. Mais en fait, là, ce serait plutôt que ça échappe au temps. C'est exact. C'est une erreur. Mais comment est-ce qu'on explique que vous avez après des peintures du Moyen-Âge où on a l'impression que c'est très naïf, c'est très... Oui, mais parce qu'on ne sait peut-être plus les lire. Oui, il faut rester très longtemps, comme Daniel Arras le disait, il faut rester très très longtemps devant un tableau pour arriver à avoir, au fond, ce que vous nous transmettez depuis votre expérience, c'est comment composer avec ce qui nous échappe, enfin, avec ce qui nous dépasse. Enfin, il faudrait trouver un mot qui ne donne pas trop une valeur en plus. Enfin, je ne sais pas si... Non, mais parce que quand on dit composer avec ce qui nous échappe, mais enfin, composer avec une part... parce que c'est ça qui, certainement, touche énormément dans une œuvre. C'est qu'elle révèle quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire qui nous dépasse. Moi, ce que je trouve frappant, c'est la difficulté qu'on a à trouver les termes justes dans cette discussion. Mais c'est ça qui est formidable, parce qu'en définitive... Parce qu'ils sont presque, enfin les miens en tout cas, ils sont presque tous faux. Mais parce presque. que... Pratiquement tous, je dirais. Oui, justement. Mais bon, ça suscite... Parce que justement, la peinture n'est pas du domaine de la parole. Oui, exactement. Je pense que c'est ça. Et comment en parler ce qui est très... Voilà, la peinture n'est pas du domaine de la parole. Mais par contre, ça produit de la parole. Oui. Ça produit du commentaire. Ça donne envie de parler. Mais c'est vrai que c'est un autre lieu de la connaissance. Absolument. Que la parole. C'est pour ça que vous butez sur quelque chose, parce que justement, c'est intéressant, c'est pas un hasard que vous butez sur les mots. C'est très intéressant qu'on n'arrête pas de trouver les mots. C'est ce que vous dites depuis... je vous provoque. Mais oui, mais vous l'avez dit à moi aussi, que les mots ne vont pas, que ce mot inconscient, ça va pas, hasard, ça va pas, contingence, c'est trop compliqué, tuqué, c'est encore pire. Et voilà, donc en fait, on voit que il y a une énigme. Là, on est vraiment... La seule chose qu'on fait, c'est une énigme partagée dans ce moment. C'est-à-dire on partage une énigme et puis qu'au fond, par rapport à une œuvre, quand on n'est pas le créateur de l'œuvre, mais finalement, vous dites, c'est aussi le cas du créateur de l'œuvre, il y a une part d'énigme. C'est ça qui transmet. C'est cette part d'énigme qui permet que l'œuvre continue. Oui. Voilà. Si cette part d'énigme était clôturée, et clôturée pas simplement par l'artiste qui parle, mais clôturée dans l'histoire de la peinture, si cette énigme était clôturée, il n'y aurait plus de peinture. Comme l'énigme n'est pas clôturée, malgré ceux qui disent que la peinture est morte, la peinture n'est pas morte.
Parce que cette énigme, elle est abordée par d'autres. Je ne dis pas que par les peintres, loin de là, loin de là. Mais elle n'est pas, clôturée. Et c'est ça qui est essentiel au travail de l'artiste, peintre en particulier, c'est-à-dire de mettre en jeu. Et là, vous le faites au fond concrètement. Si vous nous parlez un peu du travail sur Sacetta, c'est-à-dire concrètement, vous mettez en jeu l'énigme de, je sais pas, de la couleur, qu'est-ce que vous avez mets pris. en jeu en plus une énigme qui est d'autant plus pour moi difficile, c'est que Sacetta, il y a toute une iconographie religieuse très précise. C'est un peintre chrétien qui met en scène, vous voyez, qui met en scène, c'est magnifique, la Vierge, l'enfant, les anges, enfin tout ce qui fait le rétable italien. Et que moi, j'essaie de voir au-delà de... Parce que je sais qu'il y a mis autre chose, même si c'est une œuvre de commande, je vais au-delà du sujet qui ne fait pas seulement l'œuvre. Voilà. Et donc, c'était d'autant plus difficile que, étant un peintre abstrait du XXIe siècle, comment je ressens ça et comment je le retraduis et comment je fais face, puisque c'était dans le salon carré, face au chef-d'œuvre de la peinture italienne, Uccello, Giotto, Botticelli, tous, comment je fais face. Oui. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie d'ailleurs. Oui. Voilà. Comment je fais face à la peinture. Oui. Oui, vous étiez avec... c'est vrai J'étais en bonne compagnie. Oui. Il y a beaucoup d'autres, là. Beaucoup d'autres. Vous qui disiez qu'il n'y avait pas d'autres, tout à coup, qui j'avais des il y a Giotto, ça c'est des comptes à rendre. Uccello. À qui j'avais des comptes à rendre. Oui. Non, c'était question d'ouverture d'une énigme, quoi. C'est-à-dire dans la répétition même de thèmes picturaux, d'un maniement de la peinture, de travail de la toile. Il se crée quelque chose qui révèle ce qui échappe. Au fond, l'au-delà de la peinture. Peut-être. Mais qui n'est là que dans la peinture. Mais qui n'est là, qui ne peut exister que dans la peinture. Voilà. Peinture que l'on partage dans l'histoire de la peinture. Mais alors, vous disiez qu'en fait, l'énigme continue de tableau en tableau. En fait, alors, bêtement, une question purement technique. Quand est-ce que vous décidez ou vous sentez que ce tableau est terminé et que vous êtes prêt pour un autre et autre chose? Ça, c'est une question un peu plus technique, journalistique. C'est important. Mais c'est quand même... Et oui. Parce que ce qui me frappe, c'est que vous dites justement que l'énigme, heureusement, continue et que vous êtes lancé sur le suivant. Oui. Mais à quel moment vous dites, bon, là, j'arrête celui-là, puis je pars sur un autre ou... Ça y est. Ça y est. Ça y est. Là, voilà. C'est aussi une surprise, finalement, un surgissement. Ça y est. Ça y est. Ouais. Mais alors, là, il y a une fin du tableau, c'est ça. Comme il y a une fin de psychanalyse, enfin, elle doit être laissée dans cette ouverture. Et parfois, vous savez, je suis en train de travailler et je me dis, il faut que tu partes très vite, que tu foutes le camp, que tu fermes l'atelier et que tu t'en vas. Parce que tu vas tout foutre en l'air. Je pars en courant. Et j'ai raison, parfois, et parfois je reviens le lendemain et je continue. Si vous restez, il se passe quoi? Je détruis. Ah oui. Enfin, je détruis. Je fais un geste qui fout tout en l'air, quoi. Où je mets une couleur qui oblige de recommencer pour ressaisir à nouveau ce qui échappe. Oui. C'est ça. Oui, mais pas forcément sur le même tableau, parce que parfois, il est cuit, comme on dit. Il ne vit plus. Et le tableau, il vit de ce qui lui échappe. Peut-être. Ou de ce qu'il révèle que quelque chose échappe. Mais pas simplement. Parce que le paradoxe, c'est que ça doit échapper à l'artiste, mais ça doit aussi, en même temps, être totalement présent pour celui qui regarde, et ça doit lui échapper aussi. Ouais. Pour que ça fonctionne aussi dans l'émotion de celui qui regarde,
Il faut qu'il y ait une présence immédiate, extrêmement forte du tableau. C'est ce que vous avez tous ressenti dans l'émotion esthétique. Quand vous regardez un tableau et qu'il vous touche, il faut qu'il y ait une immédiateté, une intemporalité et en même temps qu'il y ait quelque chose du tableau et de vous-même qui vous échappe en le regardant. Oui, c'est ça. Bon, il y a presque une dimension sacrée dans ce que vous dites, parce que Marie-Josée Monzin, qui est venue d'ailleurs aussi ici à Galma, elle écrit sur l'icône et tout ça, que dans tout ce type de peinture sacrée, il y a un vide au cœur de la représentation. En même temps, c'est des représentations très codées, qui correspondent à des sermons, enfin, des textes, des choses. Mais en même temps, il y a un vide contenu dans la représentation, et que c'est ce vide, finalement, qui opère l'expérience. Ce n'est pas une représentation, c'est une figuration qui passe par un vide. C'est d'ailleurs présent pour le mystère de le vide pouvant être une couleur extrêmement pleine. Oui. Le vide dans un tableau, ce n'est pas forcément l'absence de couleur. Non. Vous pouvez avoir un rouge de Rothko absolument d'une profondeur incroyable et présent, qui malgré tout vous amène à ce qu'on pourrait appeler le vide. Mais encore faut-il définir ce que l'on met dans ce terme. Mais c'est peut-être ça qui fait justement que